Haute-Garonne Magazine, le magazine du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Bienvenue dans ce numéro 176 de ma Haute-Garonne pour mai-juin 2023. À la une, le dossier eau, préservons notre bien commun. Focus, service public de proximité. Décryptage, l'eau en Haute-Garonne. Et enfin, culture, semaine des cultures urbaines. Au sommaire de ce numéro 176 de Ma Haute-Garonne, le MAG du Conseil départemental. L'édito de Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Zapping. Le dossier. Ressources en eau, le département se mobilise. En direct des cantons. Expression politique. Culture et tourisme. Agenda des sorties. Temps libre. À votre service. Il s'engage. Édito. 2 questions à Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Le département a choisi d'intervenir pour renforcer la présence de services publics de qualité au plus près des usagers. De quelle façon ? Le Conseil départemental agit pour proposer aux Haut-Garonnaises et aux Haut-Garonnais un égal accès à des services publics de proximité. La réorganisation des maisons des solidarités qui optimise les actions du Conseil départemental auprès de ses usagers, l'ouverture des maisons de proximité et la mise en place de la plateforme Haute-Garonne Solidarité y contribuent. Ce sont des portes d'entrée du département nécessaires et indispensables qui répondent aux besoins de nos concitoyens dans leur démarche du quotidien. Après une sécheresse inédite en 2022, le début de l'année 2023 est également marqué par un manque d'eau. Comment agir ? La sécheresse observée depuis le début de l'hiver aggrave une situation rendue préoccupante par le manque d'eau enregistré en 2022. Dans ce contexte, le département agit. Nous investissons sur l'ensemble du cycle de l'eau pour sécuriser l'alimentation, créer des réservoirs et améliorer la distribution d'eau. Nous innovons avec l'expérimentation, unique en Europe, menée dans le cadre du projet Garonne Amont pour stocker l'eau dans les nappes phréatiques durant l'hiver et pouvoir répondre aux besoins lors des périodes de sécheresse. Il est nécessaire de rester solidaire face à ce défi sans diviser ni les usages ni les usagers. C'est une question de justice sociale. Zapping. Rencontre pour l'égalité. Les Haut-Garonnais répondent présents. Succès public pour les 5e rencontres pour l'égalité qui se sont clôturées le 21 mars. Comme l'an dernier, la manifestation s'est articulée autour de 4 soirées événements. La première consacrée à l'égalité dans le sport. La seconde à l'histoire de l'antisémitisme autour des interventions d'Olivier Lalieu du Mémorial de la Shoah et du réalisateur Jonathan Ayoun. C'est le sociologue Michael Durand qui a animé la 3e consacrée à la communauté LGBTQI+, en France. Enfin, dernier temps fort avec un éclairage autour des actions contre le racisme que l'école et les pouvoirs publics peuvent mettre en place, avec la participation de la Coalition européenne des villes contre le racisme et la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Sans oublier le village associatif Ensemble pour l'égalité, avec les associations du territoire impliquées contre les discriminations. Résistance. Daria Serenko, elle dit non à la guerre en Ukraine. Le 30 mars, le département recevait au pavillon République l'artiste et militante russe pour une table ronde intitulée « Créer pour la liberté, le combat de Daria Serenko », en lien avec l'université de Toulouse Jean Jaurès et le musée départemental de la résistance et de la déportation. Cofondatrice de la résistance féministe anti-guerre, née au lendemain de l'entrée des troupes russes sur le sol ukrainien, un conflit qui va de pair avec la recrudescence des violences faites aux femmes, la dissidente s'oppose avec force au régime de Vladimir Poutine. Un article à voir et à lire sur mahaute-garonne.fr. Agroécologie. Grande transhumance Bouloc-Launaguet, saison 6. Rendez-vous le 7 mai pour la grande transhumance Bouloc-Launaguet. Le berger Sébastien Natal, dit Moïse,
conduira un troupeau de plus de 500 brebis des Pyrénées de Villeneuve-les-Boulocs au parc du château de Launaguet. Une manifestation gourmande autour de la promotion des produits du terroir, et notamment l'agneau des Pyrénées, labellisé IGP en fin d'année dernière. Et pour le département, l'expression renouvelée de son ambition en matière d'agroécologie, puisque l'écopâturage figure parmi les axes inscrits dans le plan départemental pour la transition écologique 2020-2024. 160 jeunes engagés dans les conseils municipaux des jeunes. Invités au conseil départemental le 25 mars, ces jeunes de 30 communes haut-garonnaises, âgés de 7 à 15 ans, ont participé à des animations aux côtés d'une trentaine de professionnels de la jeunesse et d'élus. Les jeunes ont notamment été invités à s'exprimer lors d'ateliers thématiques tels que le climat scolaire, tout en découvrant le conseil départemental et ses compétences par le biais d'un jeu de piste. L'objectif étant de faire se rencontrer les jeunes de différentes communes du département pour qu'ils puissent eux-mêmes imaginer, construire le réseau de conseils de jeunes du département et pour qu'ils échangent idées et solutions pour améliorer la qualité de vie dans les établissements scolaires. Ici, on donne des idées pour les enfants, conçues par des enfants, s'enthousiasme Chloé, 9 ans. Par cette journée, le conseil départemental veut encourager l'engagement des jeunes du territoire. Un article à voir et à lire sur mahaute-garonne.fr. Transport. Ça y est, les travaux de prolongement de la ligne B du métro jusqu'à Labège sont sur les rails. La mise en service doit intervenir à la mi-2026. Elle permettra, à terme, la jonction de la ligne avec la future 3e ligne de métro. Fortement engagé hors compétences, le département participe, à hauteur de 201 millions d'euros, au développement des transports en commun de l'agglomération toulousaine. Comme l'a affirmé le président du département Sébastien Vincini le 24 mars lors du début du chantier. Je cite : « À présent, nous devons voir plus loin pour penser les mobilités dans leur globalité, en dépassant les frontières de la seule métropole pour l'élargir à l'ensemble de la Haute-Garonne. » Zoom. Chantier des collèges, on fait le point. Grande étape à Rosa Park. Le 6 mars, le chantier de rénovation du collège, situé dans le quartier de Lalande, s'est achevé après 3 ans de travaux. À Castelnau-d'Estrédefond, le chantier a démarré fin décembre et le 30 mars, les riverains ont pu découvrir le futur bâtiment qui se distingue par une démarche environnementale exemplaire et accueillera 6000 élèves en septembre 2024. Enfin, au collège Pierre de Fermat, c'est le patrimoine qui a retrouvé tout son lustre puisqu'après les 2 portails, ce sont la cour d'entrée et la cour d'honneur qui ont été restaurées. Un chantier de plus de 3,2 millions d'euros porté par le département et la DRAC. Focus, service public de proximité, œuvrer pour l'intérêt général. Avec 30 maisons des solidarités et 20 maisons départementales de proximité, le conseil départemental est devenu l'institution de référence en matière de déploiement de services publics, à contre-courant de l'accélération de leur disparition, notamment dans les territoires ruraux. Explication. Lorsqu'il entre pour la première fois dans la maison départementale de proximité, la MDP de Montrégeau, Michel Bazin, 87 ans, trouve un accueil bienveillant et un vrai coup de pouce, lui qui était peu familier du numérique. Ici, comme dans l'ensemble du réseau des 20 MDP, différents services sont proposés, une aide personnalisée vers l'inclusion numérique, un accompagnement dans les démarches administratives en ligne, ainsi qu'un relais des services départementaux. Une réponse à un vrai besoin, comme le démontre une étude de l'INSEE, datant de mai 2022, qui révélait qu'un tiers des adultes avaient renoncé à effectuer une telle démarche l'année précédente. Stéphanie Coupé, l'une des ambassadrices de la MDP de Montrégeau, témoigne. Nous accueillons entre 20 et 30 personnes par jour pour un accompagnement à l'utilisation de l'outil numérique. Nous les assistons pour monter un dossier retraite, de sécurité sociale, de la CAF, Pôle emploi, etc. Et nous les rassurons. Il s'agit là du cœur d'activité des maisons de proximité,
l'un des leviers mis en place par le département alors même que la suppression des services publics s'accélère dans les communes. Nous mettons à disposition un certain nombre d'outils avec l'objectif de rendre les usagers autonomes. Pour nous, c'est fondamental en termes d'inclusion numérique, poursuit-elle. Maillage territorial unique. Autre fer de lance de l'action départementale, travaillant en transversalité avec les MDP et faisant de la collectivité le chef de file en matière d'action sociale, les maisons de solidarité, MDS, maillon essentiel alors que la précarisation, crise économique et inflationniste oblige, va croissant. Ces structures proposent un accompagnement social et médico-social individualisé pour toute question relative à la parentalité, à la jeunesse, aux personnes âgées, en situation de handicap, l'accès aux droits, l'enfance maltraitée. En Haute-Garonne, 1500 professionnels de terrain sont là pour garantir un service conjuguant gratuité, égalité de traitement et confidentialité. Quel que soit l'âge de la vie, les MDS viennent en appui aux habitants grâce à un ancrage territorial affirmé, avec une vaste palette d'interventions ainsi qu'une fine connaissance des publics. Ce maillage unique, fruit d'un volontarisme politique que complète la plateforme téléphonique numérique, Haute-Garonne Solidarité, a installé les services départementaux au cœur du quotidien des Hauts-Garonnais, dans les territoires, dans une logique de maintien du service public, notre véritable bien commun. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site cd31.net/mds ainsi que cd31.net/mdp. Interview. Sophie Boras, responsable de la Maison des Solidarités de Saint-Gaudens. Nous assurons un service de proximité pour toutes les personnes, soit en situation de précarité, famille à travers la PMI, personnes âgées ou en situation de handicap. Nos permanences, outre Saint-Gaudens, sont organisées à Montrégeau, Aurignac, Boulogne-sur-Gesse et l'Île-en-Dodon. Et nous nous déplaçons aussi à domicile. De par la variété de nos profils, assistantes sociales, psychologues, puéricultrices, infirmières, référents de l'aide sociale à l'enfance, techniciens d'intervention sociale et familiale et administratifs, nous balayons l'ensemble des problématiques rencontrées. Aux côtés de nos partenaires, nous nous inscrivons dans une optique d'amélioration permanente pour connaître et répondre rapidement aux attentes des usagers. Nous venons d'emménager dans de nouveaux locaux, plus spacieux et lumineux, ce qui a été très apprécié. Nous recevons 2600 appels téléphoniques par mois. Notre action, renforcée depuis la crise sanitaire, est très large. Aide d'urgence, logement, mobilité, insertion, loisirs, etc. Contact mds.saintgaudens@cd31.fr. Le dossier. Ressources en eau, le département se mobilise. Dossier à retrouver sur mahaute-garonne.fr. L'eau est un bien commun qui doit être à tout prix préservé, protégé et surtout partagé. Au Conseil départemental, nous sommes à la tâche pour sécuriser l'approvisionnement de l'été 2023. Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Avec 32 jours consécutifs sans pluie entre janvier et février, la Haute-Garonne a connu une sécheresse hivernale inédite, après un été et un automne déjà marqués par un important déficit en eau. Aujourd'hui, qu'il s'agisse d'eau stockée dans les nappes, le sol, les Pyrénées ou les barrages, les réserves d'eau sont très basses. Il est donc crucial d'agir. Le département multiplie les actions pour promouvoir une gestion durable de l'eau. Objectif à court terme, anticiper l'étiage de l'été prochain, c'est-à-dire la période où les cours d'eau sont les plus bas. Afin de préserver les différents usagers de l'eau, eau potable, industrie et agriculture, le département est engagé pour mobiliser tous les stockages existants, dont ceux des retenues hydroélectriques pyrénéennes grâce à EDF, 70 millions de mètres cubes, pour réalimenter la Garonne via le SMEAG, le syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne dont il est membre. Par ailleurs,
un plan interne de sobriété de la ressource en eau a été lancé pour favoriser un usage raisonné de l'eau sur tous les sites appartenant au département, dont les collèges, matériel hydroéconome, gestion des espaces verts, récupérateurs d'eau de pluie, etc. Repenser collectivement l'usage de l'eau. Face à une ressource en eau que l'on sait maintenant limitée, une gestion durable et partagée de l'eau est indispensable, et nous devons nous adapter. C'est au regard de cet enjeu collectif que le Conseil départemental a lancé, dès 2017, le projet de territoire Garonne-Amont, sur un périmètre se situant sur le bassin d'alimentation de la Garonne, de sa source dans les Pyrénées espagnoles jusqu'à sa confluence avec l'Ariège en amont de Portet-sur-Garonne. Fondé sur une démarche concertée avec l'ensemble des acteurs de l'eau du territoire et un dialogue citoyen, la réflexion a abouti à la co-construction d'un programme de 32 actions concrètes organisées autour de 4 axes: sobriété et économie d'eau, pacte de gouvernance, stockage de l'eau et aménagement du territoire. 22 des 32 actions sont dès à présent engagées. Cumul d'actions. Parmi ces actions en cours, on peut noter la lutte contre les fuites d'eau, la collecte de données, l'optimisation des ouvrages existants, à l'instar de ceux du bassin du Touche, en utilisant une partie de l'eau non utilisée de 5 retenues du bassin, des expérimentations, recharge de nappes et prélèvements dans les gravières, la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, avec la restauration des milieux aquatiques et la création d'un conservatoire des zones humides où 500 hectares sont désormais classés, etc. Il n'y aura pas de solution miracle. C'est le cumul des actions qui permettra de faire face collectivement à la raréfaction de l'eau selon une approche durable et adaptée aux spécificités des territoires. Autant de pistes que le département est déterminé à poursuivre en remettant les services publics au cœur de la planification écologique. Et pour l'eau, cela implique de ne pas prélever plus que ce que la planète peut apporter. La création de nouveaux stockages pourrait être envisagée à côté d'autres solutions dans le cadre d'une approche progressive et concertée ayant comme préalable la généralisation des économies d'eau et l'utilisation optimale des retenues existantes. En janvier, le département a lancé une large concertation sur les nouvelles modalités de stockage de la ressource en eau dans le cadre du projet de territoire Garonne-Amont. Modernisation des infrastructures. Autre problème identifié, celui du vieillissement des réseaux d'eau potable, qui provoque des casses plus fréquentes ou des fuites non détectées. Ainsi, en Haute-Garonne, 1 litre sur 4 n'arrive pas au robinet de l'usager. À ce titre, le Conseil départemental a lancé début 2023 un appel à projet avec une aide ciblée pour le renouvellement des réseaux, faisant de la lutte contre les fuites une de ses priorités. Par ailleurs, chez Réseau 31, syndicat mixte en charge de l'eau et de l'assainissement qui intervient sur 243 collectivités, on réfléchit aussi activement à des solutions pour sécuriser l'accès à l'eau et lutter contre les fuites. Un effort conséquent, soutenu par le Conseil départemental qui, dès 2016, a augmenté son aide financière de 2 à 5 millions d'euros en faveur des travaux et études réalisées dans les domaines de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement. Cela passe également par la modernisation ou la construction de nouvelles infrastructures hydrauliques, comme en novembre 2022 à Préserville, où un nouveau réservoir de 600 mètres cubes a été mis en service. Zoom. Air Garonne. Une expérimentation inédite en France. C'est une des 32 actions déployées dans le projet de territoire Garonne-Amont, piloté par le département. Expérimentation inédite de par son ampleur. Air Garonne consiste en la recharge de la nappe alluviale de la Garonne avec l'eau du canal de Saint-Martory. Cette nappe agit comme un réservoir souterrain qui, par un processus naturel, accumule l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol pendant l'hiver et la restitue progressivement en été. Une part importante de l'eau de la Garonne provient de cette nappe. L'idée est d'aider cette nappe à se recharger au maximum grâce à l'infiltration durant l'hiver et le printemps à partir de volumes d'eau fournis par le canal de Saint-Martory. Yann Houdard,
directeur général adjoint de Réseau 31, nous explique. L'objectif est d'amplifier un phénomène hydrogéologique naturel tout en le maîtrisant. Ce projet expérimental de 1,87 million d'euros sur 4 ans est mené par Réseau 31, le service public de l'eau en Haute-Garonne, et le Bureau de recherche géologique et minière BRGM, avec le soutien de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Objectif, réduire le déficit estival. Théoriquement, nous pourrions réduire le déficit estival de plusieurs millions de mètres cubes, mais nous nous devons d'être prudents car nous ne savons pas quel volume exact sera stocké et quand il retournera vers la Garonne une fois son parcours souterrain achevé, poursuit Yanoudar. 2 sites, sur le Fousseret et Caser, combinant à la fois une localisation optimale, des conditions hydrauliques favorables et une bonne perméabilité des sols, sont en cours d'investigation et de concertation locale. Après des travaux préparatoires dès le printemps 2023, les premiers essais d'injection d'eau dans la nappe auront lieu en 2024. S'ils sont concluants, une réalimentation permanente par cette méthode sera engagée. Ce sont 8 millions d'euros consacrés par le département au projet Garonne-Amont pour la période 2020-2025. Enveloppe de 20 millions d'euros pour l'ensemble des actions du projet, avec différentes maîtrises d'ouvrage. Ce qu'ils en disent. Agnès Deltor, directrice du laboratoire départemental 31, eau, vétérinaire, R, LD 31 EVA. Le laboratoire départemental 31 est un acteur majeur en termes de santé publique et d'environnement. Outre l'analyse de l'air, l'hygiène alimentaire et la santé végétale et animale, nous intervenons sur la mesure de la qualité des eaux, que ce soit à la demande de professionnels, de collectivités et même de particuliers. Notre rayon d'action est multiple. Eau de consommation, naturelle, superficielle ou souterraine, eau de baignade, thermale, industrielle, de rejet des stations d'épuration, etc. Nous surveillons aussi l'eau dans les 6 stations d'alerte de Haute-Garonne. Nos analyses biologiques, physico-chimiques et éco-toxicologiques sont essentielles. Actuellement, du fait du manque d'eau, nous sommes parfois amenés à reporter certaines analyses. Sur les 45 000 échantillons analysés liés à l'eau, 60% sont prélevés par notre laboratoire départemental. Et puis, nous sommes également très vigilants pour optimiser des volumes prélevés et transportés. Si nous ne pouvons, à l'heure actuelle, tirer des conclusions sur la qualité de l'eau imputable au réchauffement climatique, nous assistons à une forte augmentation de la température de celle-ci. Thomas Matarin, chef de projet régional zone humide et milieu aquatique, Nature en Occitanie. Nature en Occitanie, association régionale de protection de la nature, a été créée en 1969. Depuis le début, les zones humides ont été au centre de notre action puisque le premier site que nous avons géré était le ramier de Bigorre à Merville en 1987. Pendant longtemps, elles ont été perçues comme une contrainte, tant d'un point de vue agricole qu'urbanistique. Depuis 1970, on estime d'ailleurs que 67% d'entre elles ont été détruites en France et que 3,8 milliards sont dépensés par an pour pallier leur disparition. Aujourd'hui, à la faveur du réchauffement climatique, on redécouvre leur utilité, aussi bien en termes de régulation du niveau d'eau, hiver comme été, de filtres naturels en cas de crue, de réserve pour la biodiversité. Aux côtés de nos partenaires dans le département, nous intervenons pour protéger ces zones et notamment par le biais du Conservatoire départemental des zones humides. D'abord en améliorant la connaissance, ensuite en proposant des plans d'action et en accompagnant les acteurs, collectivités ou particuliers, et enfin en sensibilisant le grand public et les élus. Aujourd'hui, Nature en Occitanie gère 204 hectares de zones humides classées au Conservatoire des zones humides. Il en reste encore beaucoup à faire. Olivier Billard, responsable de Pôle Action Mutualisée, Eau Potable Réseau 31. L'objectif de Réseau 31 est de livrer de l'eau en quantité et en qualité aux usagers de la Haute-Garonne.
Nous nous sommes beaucoup focalisés sur la qualité durant les décennies passées, parce que nous avions la chance, sur notre territoire, de ne pas manquer d'eau. Mais après plusieurs saisons très sèches, nous sommes plus vigilants aujourd'hui sur la quantité. Nous avons renforcé notre action autour de la recherche de fuites. Nous faisons toujours des interventions d'urgence, suite au signalement d'un particulier ou d'un agriculteur, auprès de la mairie ou du centre d'exploitation qui suit les consommations grâce à la télésurveillance. Cette supervision nous permet par exemple de déceler des débuts de fuite qui auraient pu passer inaperçus et traîner sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et donc d'être plus réactifs. Nous avons fait 643 interventions ponctuelles l'an dernier. En parallèle, nous avons renforcé les campagnes d'amélioration continue de la qualité de notre réseau de distribution. L'année dernière, nous avons vérifié l'intégralité du réseau de 13 communes et effectué les réparations nécessaires. Bruno Coupry, ingénieur agronome et directeur du bureau d'études OCA. Créé il y a 20 ans, OCA est un bureau d'études indépendant qui produit des études scientifiques sur la question de la ressource en eau en lien avec les usages. Nous sommes une dizaine d'experts, agronomes, hydrologues, hydrauliciens, hydrogéologues, climatologues et hydrobiologistes. Nous sommes fréquemment sollicités par les collectivités et notamment le syndicat mixte d'études d'aménagement de la Garonne, par exemple pour le soutien d'étiage. Avec EDF, nous avons d'ailleurs mis en place Étiage, un service d'aide à la décision pour la gestion publique des rivières avec mise à disposition d'une carte de vigilance en temps réel et des services sur mesure. Prévision de débit, de prélèvement d'eau, de turbidité. Nous avons aussi accompagné dès sa genèse le projet Garonne Amont en fournissant un atlas de la Garonne, puis en testant les propositions d'action comme l'expérimentation autour des gravières. Depuis notre création, nous remarquons une montée en compétences techniques des acteurs. Aujourd'hui, l'amélioration considérable des données disponibles nous permet d'être mieux informés et de mieux accompagnés. Décryptage. L'eau en Haute-Garonne. En 2023, la situation est critique. 32 jours sans pluie entre mi-janvier et fin février, après un été et un automne très secs en 2022. La Haute-Garonne, c'est 7000 km de fleuves et rivières, avec des stations d'alerte recensées à Montespan, Saint-Julien-sur-Garonne, Lermes, Toulouse, Buzet-sur-Tarn et Calmont, et des barrages et retenues au Lac d'Eau, Fillet, Mondély, Montbel, Laparon, Laragout, Balerme, Camaz, Ganguise. Garonne Amont, un projet de territoire. 20 millions d'euros, dont 8 millions pris en charge par le département. Création du Conservatoire départemental des zones humides. 75 sites zones humides classés et plus de 500 hectares protégés. Création de l'Observatoire des sources et de l'Observatoire de la thermie des cours d'eau. 32 actions autour de 4 axes. Économie d'eau, stockage de l'eau, aménagement du territoire, gouvernance de l'eau. 2,6 millions de mètres cubes via 5 retenues sur le bassin du Touche. Garonne Amont est un projet piloté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne et soutenu par l'État, la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, les conseils départementaux de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées et du Gers, le Val d'Aran, l'agence de l'eau Adour-Garonne et associé également Toulouse Métropole. Accompagnement sur l'ensemble du cycle de l'eau par Réseau 31. 125 stations d'épuration publique, 1385 km de réseau d'eau usée, recherche de fuite, taux de perte 25% en Haute-Garonne, projet Air Garonne, expérimentation de la recharge des nappes phréatiques, soit 1,87 million d'euros sur 4 ans, gestion du canal de Saint-Martory et des retenues de Balerme et de Laragout, 240 réservoirs, 3820 km de canalisation et 70 millions d'euros de travaux d'ici 2030. Mobilisation accrue des ressources sous-utilisées
via le SMEAG, via le syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne. Réserve hydraulique, 70 millions de mètres cubes pour soutien d'étiage de la Garonne, dont 8 millions à partir du lac d'Ohault grâce à EDF. Contrôle et qualité de l'eau au laboratoire départemental 31 EVA. Création de 3 nouvelles stations d'alerte. Analyse de 45 000 échantillons liés à l'eau, dont 60% sont prélevés par le laboratoire départemental 31 EVA. En direct des cantons. Canton Léguevin, Tournefeuille. Léguevin. À 17 ans, ils construisent une fusée modèle réduit. Ils s'apprêtent à faire décoller une fusée d'1 mètre de haut sur 5 cm de diamètre avec, à son bord, un œuf périmé qui devra rester intact. 5 lycéens haut-garonnais, la plupart originaires de Grenade, se sont lancés dans l'aventure du prestigieux concours Roqueterie Challenge avec l'appui du conseil départemental. En partie autofinancé, le projet de ces ingénieurs en herbe passionnés de spatial a bénéficié de la bourse Initie Active Jeunesse qui propose depuis 2019 un accompagnement ainsi qu'une aide matérielle et financière à des projets qui ont une utilité sociale. Léo, porteur du projet, explique. Le soutien est financier, mais on nous apporte aussi un accompagnement technique. Un référent ingénierie nous suit. Le groupe a travaillé des heures sur de multiples paramètres pour concevoir et modéliser la fusée. Léo raconte. C'est un moyen de montrer ce que l'on sait faire et de partager nos connaissances tout en valorisant les sciences de l'ingénierie. Le conseil départemental nous aide dans la communication en relayant notre projet sur ses réseaux, ajoute Niro, chargé de la communication, du design et de l'informatique. Le concours national se tiendra fin mai à Biscarrosse. S'ils sont sélectionnés, les lycéens présenteront leur fusée lors de la finale internationale au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget en juin. À suivre sur le site hermes-space.com. Article à lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Tournefeuille. À l'espace Mosaïque de Cugnot, le 24 février, parents et enfants ont donné libre cours à leur créativité. Une opération coportée par la Direction des arts vivants et visuels du département, le Centre social de Cugnot et la MDS de Frouzins, dans le cadre d'itinéraires marionnettiques 2e édition en Haute-Garonne. Tournefeuille. Un forum bien-être à la MDS de Tournefeuille. Première édition réussie pour le forum bien-être pour réussir vos projets, le 20 mars dernier à Tournefeuille. Une 50aine de personnes se sont pressées le temps d'un après-midi autour d'ateliers de yoga du rire, de sophrologie, de coaching, d'image de soi ou d'expression, etc. Organisé par la Maison des Solidarités de Tournefeuille en partenariat avec la Direction territoriale des solidarités et le service public de l'insertion et de l'emploi, la SPIE, ce forum visait à mettre en relation des personnes en recherche d'emploi avec des partenaires et associations susceptibles de les aider à retrouver confiance et estime de soi. Un article à lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Canton Blagnac, Toulouse 7. Toulouse 7. Pendant une semaine, du 11 au 18 mars, 120 talents du tennis de moins de 18 ans, venus des 4 coins du monde, s'étaient donné rendez-vous à Colomiers, à l'occasion de la 4e édition du tournoi international Primavera Junior. Une belle vitrine pour le club de tennis de la ville, organisateur de l'événement, et le plus grand d'Occitanie avec environ 1300 licenciés. Blagnac. Métier de l'aéronautique, et pourquoi pas eux? Aiguilleurs du ciel, pilote de ligne ou d'hélicoptère, ingénieur chez Airbus, les métiers de l'aéronautique sont bien souvent perçus comme inaccessibles et élitistes. Beaucoup de jeunes, notamment issus des quartiers populaires, renoncent d'ailleurs à embrasser ces carrières. À contre-courant, l'association balmanaise Un morceau de ciel bleu a décidé d'aider ces mêmes jeunes à ne pas renoncer à leurs rêves.
et notamment les élèves du collège Toulouse-Lautrec, comme Chewat, élève en SECPA qui ambitionne de rentrer chez Airbus. Avec des étoiles plein les yeux, ils sont une dizaine à fouler ce 8 mars le tarmac des ailes anciennes à Blagnac. Leur mission pour la fin de l'année, décrocher le brevet d'initiation aéronautique. Depuis octobre, les collégiens alternent visites et séances ludiques de formation pour y parvenir. Nous avons pour ambition d'aider ces jeunes à donner du sens aux études et pourquoi pas s'insérer dans le secteur. Avec plus de 150 métiers dans l'aéronautique, il y a de la place pour tous, explique Philippe Lebris, président de l'association. Un vrai projet d'éducation populaire mené en lien étroit avec les équipes éducatives et avec l'adhésion des parents. Un article à lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Toulouse 7. Le vélo en fête à Pibrac. Passionnés, amateurs ou simples curieux ont rendez-vous entre le 11 et le 14 mai pour la 2e édition de Fête du vélo à l'invitation de l'association Pibrac Sion Environnement, l'antenne locale de 2 pieds 2 roues. Objectif : soutenir le vélo comme mode de déplacement durable. Parmi les festivités prévues, une bourse du vélo et de nombreux stands. Vélo et santé, aller au travail à vélo, matériel et équipement, démonstration de vélo cargo, jus de fruits pressés à la force du jarret, films documentaires, etc. C'est à l'esplanade Sainte-Germaine que ça se passe. Réjouissant, pédagogique et citoyen à la fois. Canton, Toulouse 5, 8 et 10. Toulouse 8. Face au non-recours, le département teste des solutions. Cadour, Pascal, Françoise, Marie ou encore Maxime ont un point commun, celui d'avoir renoncé à des droits et services sociaux auxquels ils pouvaient prétendre. Par pudeur, par découragement, par manque d'interlocuteurs ou par méconnaissance de l'aide. Ce phénomène, appelé le non-recours, est au cœur d'un projet pilote lancé par le département en avril 2022. Une expérimentation qui va d'abord concerner 2 publics d'usagers, les plus de 50 ans et les agriculteurs. Au travers d'ateliers participatifs, usagers et professionnels ont pu échanger leurs expériences et exprimer leurs besoins. Qu'une institution s'interroge sur quelque chose qui ne fonctionne pas, je trouve que c'est très bien, salue Marie Lacoste, directrice de l'association Avenir Nouvelle, Maison des chômeurs à Toulouse, lors d'une des restitutions de ses ateliers à la Fabrique solidaire dans le quartier des Minimes. Des solutions vont à présent être expérimentées, guichet d'accueil itinérant, guide des aides et droits existants et cartographie des acteurs du social situés près de chez soi pour les professionnels et les usagers. J'espère, dit Pascal, toulousaine de plus de 50 ans, que les propositions que l'on a entendues rendront les démarches plus simples et plus humaines. Un article à lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Toulouse 5. Quand art, science et accessibilité font bon ménage. Et si on rendait les arts vivants accessibles au public déficient visuel ? C'est l'audacieux pari du festival Perceptions Multiples qui se poursuit jusqu'au 27 avril dans plusieurs lieux de Toulouse. Au programme, spectacles et films en audiodescription, ateliers marionnettes, expositions tactiles, performances, découverte du braille. Cette 2e édition est co-organisée par les Chemins Buissonniers en partenariat avec le Centre culturel de la Brique Rouge, le Centre de transcription en braille, l'Institut des jeunes aveugles, Marionettissimo, le Théâtre du Grand Rond et l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, UNADEV. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site leschemins-du-6 buissonnier au pluriel.fr/perception au pluriel-du-6 multiple au pluriel/ Toulouse 10. Top départ du projet éducatif Princesse et Prince en basket 2023. Après une découverte ludique des archives, les enfants pris en charge par la Maison d'enfants à caractère social MECS du Chêne Vert à Flourens ont découvert les costumes qu'ils arboreront le 27 août au château de l'Aréole pour une journée 18e siècle, ouverte à tous et clôturée par un bal pour les enfants dans le cadre du festival 31 notes d'été.
Canton Castanet-Tolosan, Escalquens, Toulouse 11. Toulouse 11. Benjamin Robert, une carrière au pas de course. Tout juste titré champion de France du 800 mètres en salle, Benjamin Robert a ramené une belle médaille d'argent des championnats d'Europe organisés le 5 mars à Istanbul en Turquie. 3 millièmes de seconde, c'est à peine ce qui lui a manqué pour être la médaille d'or. Devancé par l'Espagnol Adrián Ben, Benjamin Robert était un peu frustré par sa deuxième place sur le podium tout en saluant son adversaire. « J'aurais pu gagner, mais il a été plus malin, c'est le jeu. » Une passion qui a commencé au collège pour l'athlète licencié au SATUC Toulouse Athlé est devenu un des ambassadeurs de la Haute-Garonne. D'abord tenté par la natation et le football, il s'oriente vers la course à pied. Son professeur de sport décèle son potentiel. Il passe alors du bassin à la piste et se concentre sur le 800 mètres. Il fallait être à la fois endurant et rapide, c'était mon cas. Cette polyvalence lui permet d'être champion de France en salle pour la 3e fois le 19 février dernier, après 2020 et 2021, à tout juste 25 ans. Son prochain objectif, les Jeux de Paris lors desquels il ne manquera pas d'ambition, je vise le titre de champion olympique l'année prochaine. C'est sûr qu'en tant qu'athlète français, l'objectif ultime, c'est une médaille au JO de Paris. Un article à voir et lire sur mahautgaronne.fr. Escalquens. Montgiscard accueillait le 12 mars sa 6e foire au bovin gras avec la présentation de 60 vaches d'exception nées et élevées en Occitanie. Une tradition dans le Lauragais et une nouvelle illustration d'une agriculture privilégiant les circuits courts défendue par le conseil départemental, partenaire de la manifestation. Castanet-Tolosan. Braderie solidaire à Labège. La médiathèque départementale située à Labège organise les 9 et 10 juin prochains sa braderie annuelle solidaire. Plus de 2000 documents seront proposés sur place. Romans, bandes dessinées, ouvrages documentaires, livres pratiques, albums pour les enfants, romans pour la jeunesse, CD musicaux, partitions, pour la modique somme de 1 € les 2 livres et 1 € les 3 CD. Tout pour faire le plein de culture et un geste solidaire car les bénéfices de la vente seront utilisés en intégralité par le Secours populaire français pour développer ses actions. Canton Haute-Rive, Casères. Casères. Le collège Le Plantorel récompensé. Le collège Le Plantorel a reçu le 25 janvier le prix Etwinning, piloté par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui récompense les projets éducatifs transnationaux les plus innovants. Parmi les 9 lauréats primés aux plus de 300 présentés, The Hippocampus, mené en 2021-2022, a associé des collégiens casériens et des élèves espagnols, portugais, tchèques et grecs. Les élèves ont travaillé sur l'hippocampe, la partie du cerveau qui joue un rôle important dans la consolidation de la mémoire à long terme. En 2023, c'est reparti avec un nouveau projet, The Montags and the Capulets, sur le thème de la lutte contre le harcèlement et plus précisément les contenus haineux en ligne. Haute-Rive. Littérature. Carbone fait son festival. Place à la littérature italienne et à la jeunesse pour le Festival international de littérature Empreinte Carbone, dédié au polar et à la justice, organisé par la ville et Agriculture en Volvestre, qui se tiendra les 10 et 11 juin. L'an dernier, pour sa première édition, cette manifestation, soutenue par le département au titre du Fonds de soutien aux initiatives culturelles locales, avait rassemblé 4000 visiteurs. 15 associations carbonaises animeront cette grande fête littéraire et populaire. Casères. L'épicentre, la maison des mots. C'est à Martres-Tolosane que les Amis du Verbe ont basé leur épicentre. Au rez-de-chaussée de cette maison, on trouve le Café du Verbe, au premier étage, la Verbothèque et au deuxième, la résidence d'artistes. C'est un lieu de rencontre, explique le chanteur Dick Hanegarn, le fondateur des Amis du Verbe. On y a mis de grandes tables pour que les gens se parlent. Cette maison est conçue pour être le foyer de l'oraliture, la littérature orale. On y organise des concerts, des causeries, des repas partagés. On y joue au Scrabble, on lit, on chante, on écoute, on parle. Et on y écrit aussi. Ce jour-là, à l'épicentre,
le chanteur Renan Luce anime un atelier d'écriture. Sur la tablée, une théière, des dictionnaires, des feuilles, des stylos. 12 stagiaires de tous âges partagent avec l'auteur-compositeur de la lettre leur début de couplet ou de refrain. Je ne connaissais pas du tout l'épicentre, confesse Élise, une Toulousaine de 26 ans. C'est très chaleureux, on s'y sent bien. Pas étonnant que le conseil départemental ait attribué à ce lieu culturel atypique son label, comme à la maison. Ce label nous a beaucoup aidés, confirme Dick. Et je dirais même que le mot « com » est en trop. L'épicentre, c'est une vraie maison avec un vrai esprit de famille. Canton, Bagnères de Luchon, Saint-Gaudens. Saint-Gaudens. Jazz en Comminges fête ses 20 ans. Du 17 au 21 mai, le festival emblématique ne dérogera pas à sa réputation en accueillant des musiciens de notoriété internationale comme Didi Bridgewater, Kenny Garrett, Alfredo Rodriguez et Monty Alexander. C'est à Saint-Gaudens et à Villeneuve-de-Rivière que ça se passe. Rendez-vous sur le site internet jazzencomminges.com. Bagnères de Luchon. Émilien Bergès, le roi des pommes 100% bio. Grâce au vélo, Émilien Bergès, solide gaillard d'1,93 m et ancien cycliste professionnel, a voyagé sur tous les continents, mais sa terre, c'est Val-Cabrère. À la ferme Saint-Just, qu'il reprend à la suite de son père, en 2012, il fait pousser des pommes de toutes les couleurs et des légumes de plein champ. Sa production passe en 100% bio en 2017. J'aime être agriculteur, j'aime nourrir les gens avec des produits sains et ce qui me plaît le plus, c'est créer de l'emploi. Entre son magasin de vente directe, les Jardins d'Émilien, et son exploitation de 37 hectares, il emploie une dizaine de salariés permanents et jusqu'à 50 saisonniers. D'Elitsor, d'Alinette et autres chanteclairs dans son verger, on s'affaire à distribuer les dernières pommes de la saison. Circuit court, ultra court ou en restauration collective, les valeurs d'Émilien se transmettent dans ses fruits et légumes. Il n'a pourtant pas été épargné par les aléas climatiques. Depuis 2017, je subis chaque année un aléa, sécheresse, grêle, gel, ravageur. La météo est de plus en plus difficile à appréhender. Loin de se décourager, Émilien remonte chaque fois en selle et travaille à son projet de ferme résiliente et autonome et prévoit de planter d'ici peu des poires, des kiwis et du raisin de table. Un article à voir et à lire sur mahaute-garonne.fr. Saint-Gaudens. Un championnat qui fait mouche à Saint-Gaudens. La Haute-Garonne n'avait pas connu ça depuis 40 ans. C'est à Saint-Gaudens qu'a eu lieu les 18 et 19 mars la 18e édition des championnats de France des clubs de tir, carabines et pistolets. 70 clubs écoles de tir, jeunes âgés de 8 à 14 ans, ainsi que 80 clubs adultes, soit un total de 640 athlètes, étaient présents. Au-delà des résultats, deuxième place pour Fenouillet en carabine adulte et de très belles places d'honneur pour les jeunes Saint-Gaudinois, c'est surtout la satisfaction qui prévaut. Nous avons su mobiliser 45 bénévoles pour accueillir tout le monde et faire rayonner la discipline et de belles valeurs comme l'esprit d'équipe et le fair-play, se félicite David Adel, président du club de tir Saint-Gaudinois. Expression politique. Groupe socialiste radical, progressiste et citoyen. Jean-Michel Fabre, président du groupe socialiste radical, progressiste et citoyen, conseiller départemental du canton Toulouse 2. Gestion de l'eau. La majorité mobilisée. Face au dérèglement climatique et aux épisodes de sécheresse toujours plus fréquents et intenses, Jean-Michel Fabre revient sur l'action de la majorité pour préserver la ressource en eau. Pourquoi dédier cette tribune à la question de l'eau ? Quel est le contexte en Haute-Garonne ? Beaucoup de départements, dont la Haute-Garonne, portent le nom du cours d'eau qui les traverse. Il y a là un lien étroit entre notre environnement, notre Garonne et notre collectivité. Or, le dérèglement climatique que l'on observe depuis de nombreuses années et qui s'accélère a des effets sur la température mais également sur l'eau. Les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents en été mais également en hiver. Cela a une conséquence directe. Le niveau d'eau disponible diminue. En février 2023, la Garonne était à son plus bas niveau jamais enregistré. Nous allons de plus en plus être confrontés à ces situations inédites et urgentes qui impactent l'environnement mais également les Hauts-Garonnaises et les Hauts-Garonnais. La majorité prend ces questions très au sérieux.
Nous avons mis en place un plan d'action ambitieux ces dernières années et, sans tomber dans l'alarmisme, nous sommes pleinement mobilisés face à la crise que nous traversons. Il faut agir dans la durée, mais aussi savoir réagir vite, s'adapter, proposer des solutions innovantes. C'est là que le projet de territoire Garonne-Amont lancé dès 2017 prend tout son sens. Les problématiques liées à la ressource en eau avaient été anticipées. Quelles sont les solutions mises en place par la majorité ? La majorité porte une attention particulière aux solutions fondées sur la nature, comme les zones naturelles humides, ces véritables éponges naturelles, avec la création depuis 2020 du Conservatoire départemental des zones humides. Peu connues du grand public, elles ont pourtant un rôle crucial pour éviter les sécheresses et les inondations car elles sont des réservoirs d'eau naturelle. Elles permettent donc de stocker l'eau pour remplir les rivières quand la sécheresse est là. Autre exemple, la majorité a lancé une expérimentation unique en Europe, la recharge des nappes phréatiques. Il s'agit de reproduire ce que la nature fait déjà, ou plutôt ce que la nature ferait s'il n'y avait pas de dérèglement climatique. L'idée est d'utiliser l'eau des rivières quand elle est en excès pour la réinfiltrer dans les nappes phréatiques. L'eau est ainsi stockée naturellement sous terre sans évaporation et viendra nourrir les rivières au moment où celles-ci sont basses. Nous agissons à tous les niveaux en accompagnant également les agriculteurs pour faire évoluer les modèles vers des cultures moins gourmandes en eau, des sols vivants qui gardent l'eau, des équipements d'irrigation plus efficaces. Nous sommes volontaristes car il s'agit d'un enjeu crucial, nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre qu'il pleuve. Pourquoi le stockage de l'eau est-il si important ? Durant l'été, si nous ne faisons rien, la plupart de nos rivières ne suffisent plus à la préservation des milieux et à tous les usages. Eau potable, économie, agriculture, etc. Ces cours d'eau sont donc soutenus, c'est-à-dire qu'on y réinjecte de l'eau pour obtenir un niveau satisfaisant. Pour lâcher de l'eau, il faut disposer de réserves. Si le niveau de base dépend des réserves naturelles détaillées plus haut, il faut aussi utiliser l'eau stockée dans des réserves artificielles. C'est le cas de certaines réserves dédiées à l'agriculture qui peuvent être partagées pour soutenir le débit des rivières, comme nous l'avons fait avec des réserves qui alimenteront cet été le Touche, l'Hers, l'Ariège. Mais c'est aussi le cas des barrages hydroélectriques. Vous mentionnez l'hydroélectricité. Y a-t-il un lien entre énergie et gestion de l'eau ? Tout à fait. EDF, en tant que gestionnaire et exploitant des retenues hydroélectriques de montagne, a un rôle central dans la gestion de l'eau. L'eau contenue dans ces barrages peut être lâchée prioritairement pour produire de l'électricité l'hiver ou bien être lâchée quand la rivière manque d'eau l'été, et dans ce cas, chaque goutte d'eau sert à la fois à produire de l'électricité et à soutenir le niveau de la rivière. Il faut donc trouver un équilibre entre ces deux besoins cruciaux pour les habitantes et les habitants. La majorité est pleinement mobilisée pour que l'intérêt général prédomine toujours et que ces décisions ne soient pas guidées par des logiques purement financières. Cela passe pour nous par la nationalisation d'EDF et la non-ouverture dans l'avenir des concessions hydroélectriques à la concurrence. Pour contacter le groupe socialiste radical, progressiste et citoyen, rendez-vous sur 31agauche.fr, sur Twitter PSCD31, sur Facebook Groupe socialiste 31. Groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie. Christophe Lubac, président du groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie, conseiller départemental du canton Toulouse 11. Délocalisation de l'ATECOER, de la nécessité du conditionnement des aides publiques. Le 10 février, le groupe l'ATECOER a annoncé la délocalisation de l'usine de Montredon en Tchéquie alors que cette installation a bénéficié du soutien financier de l'État et de collectivités. Cela est inacceptable. Le groupe l'ATECOER doit maintenir son activité à Montredon ou rembourser les fonds publics perçus. Les aides publiques aux entreprises doivent être impérativement conditionnées à des engagements sociaux et environnementaux de la part des entreprises bénéficiaires. Pour contacter le groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie, sur Twitter, élus, GSE, sur Facebook, groupe Génération au pluriel, HG. Groupe communiste, républicain et citoyen. Inès Joffre Pedrosa, présidente du groupe communiste, républicain et citoyen, conseillère départementale du canton Toulouse 4. Pour combattre le changement climatique et pour sauver notre agriculture, préservons nos ressources en eau.
L'eau n'est pas une marchandise, c'est un bien commun dont la gestion doit rester publique. Pour relever le défi du changement climatique, sortons du modèle agricole actuel et des orientations de la PAC. Défendons une agriculture qui intègre la protection de la ressource en eau afin de maintenir les prix des produits alimentaires hors de toute spéculation. Pour contacter le groupe communiste républicain et citoyen, sur Twitter, élu ES CRC31. Sur Facebook, élu ES communiste S CD31. Groupe Haute-Garonne citoyenne. Marc Perret, président du groupe Haute-Garonne citoyenne, conseiller départemental du canton Toulouse 9. La ZFE doit être revue. Elle pénalise les classes populaires. Pour lutter contre la pollution, il faut miser sur l'alternative à la voiture. Déployer le réseau de bus en site propre et le RER, opter pour une tarification incitative. Groupe de l'Union de la droite et du centre. Jean-Baptiste de Scorail, président du groupe de l'Union de la droite et du centre, conseiller départemental du canton Toulouse 10. Depuis des années, nos agriculteurs gèrent l'eau en Haute-Garonne. Des alertes ont été données par les services de l'État sur la création de réserves. La majorité départementale se réveille alors ils ont refusé Sivens. Quel temps perdu! Groupe Continuons ensemble pour le Comminges. Jean-Yves Duclos, président du groupe Continuons ensemble pour le Comminges, conseiller départemental du canton Saint-Gaudens. Le réchauffement climatique impacte fortement notre ressource en eau. Nous devons adapter nos comportements afin de protéger cette richesse. Ensemble, relevons le défi. Groupe pour notre canton. Jean-Marc Dumoulin, président du groupe Pour notre canton, conseiller départemental du canton Villemur-sur-Tarn. Situation exceptionnelle, financement inédit. Notre engagement a permis d'acter la reconstruction du pont de Mirepoix par le département et l'État. Ni la commune, ni la communauté de communes n'auront à puiser dans leurs ressources pour ce projet de revitalisation du centre de Mirepoix de 14 millions d'euros. Pour contacter le groupe Pour notre canton, sur Facebook, canton de Villemur. Culture et tourisme. Anniversaire. La Galerie 3.1 fête ses 5 ans. Des dizaines d'artistes ont été exposés depuis 5 ans dans la galerie départementale qui défend l'art contemporain sous toutes ses formes et par-dessus tout sa démocratisation. Un lieu de culture et de proximité au cœur de Toulouse. Peinture, graphes, installations vidéo, collage, broderie, tous les modes d'expression sont les bienvenus ici, et tous les styles également, depuis l'art brut jusqu'à la photographie documentaire. Lorsque la Galerie 3.1 a ouvert en 2018, avec pour double objectif de démocratiser et de valoriser les artistes du territoire. 4 expositions par an pour témoigner de la vivacité de la création sur notre territoire. Chamaigre, Francesco Zizola, Xavier Pinel, etc. 58 artistes ont été présentés jusqu'à maintenant. Exposition et médiation. La structure a aussi été pensée comme un tremplin en vue de la professionnalisation des artistes. Anne Boyer, vice-présidente du département en charge de la culture, le rappelle. C'est la seule galerie publique de Toulouse. Le conseil départemental veut aider les artistes, car, on le sait, ils ont un statut compliqué. Il était donc important pour nous de créer ce lieu. Après l'exposition collective Bouquet Final, visible jusqu'au 13 mai, la galerie accueillera cet été une rétrospective de Johan Jorda, peintre et sculpteur dont le travail artistique a été marqué par l'exode vécu pendant la retirada. Enfin, elle entend développer les actions de médiation avec des ateliers parents-enfants auprès des scolaires et des publics empêchés. À lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Cultures urbaines. On donne rendez-vous à la jeunesse. La semaine des cultures urbaines repart de plus belle du 9 au 14 mai pour sa 4e édition. Entièrement gratuite, elle a pour vocation de fédérer les générations à travers une riche programmation entremêlant toutes les disciplines de la culture hip-hop. Graphes, danse, DJing,
beatbox, rap et sport urbain. Il y en aura pour tous les goûts. Avec 27 événements et plus de 62 actions gratuites, la Semaine des cultures urbaines, pilotée par le département, entend tout autant mettre en lumière la pluralité des pratiques que prôner des valeurs de tolérance, de respect et d'entraide. C'est donc tout naturellement que bon nombre d'actions sont destinées à la jeunesse et aux familles. À Toulouse, l'espace Roguet proposera le spectacle familial Déclic de la compagnie Recto Verso qui confronte la relation complexe entre un père et sa famille à travers le monde numérique et les nouvelles technologies. À Villemur-sur-Tarn, les Break-In Kids, champions du monde de breakdance, feront le show et partageront leur parcours auprès d'écoliers et de collégiens. Open mic, R&B et street art. Plus au sud du département, c'est un spectacle participatif qui attend les curieux à Saint-Gaudens. Avec Un pas dans ma bulle, du lab, tandis qu'à Carbone, on pourra en prendre plein les yeux avec des démos et initiations de BMX flat. À Martres-Tolosane, un riche programme est concocté autour d'un stage de danse et d'un battle avec l'association 1, 2, 3 Move Flow, suivi d'un open mic et du concert d'Altesse Ego. Autant de dates ouvertes à tous, et bien plus encore, qui s'accompagnent d'actions de médiation dans des MJC, espaces jeunesse, collèges et maisons des solidarités. À Aucanville, Saint-Jean, La Salvetat-Saint-Gilles, avec des ateliers d'initiation au street art notamment. Et pour finir, des actions dédiées aux artistes amateurs et professionnels par le biais de conférences ou de workshops. Les arts urbains seront donc partout dans l'espace public. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cd31.net/culture urbaine. Interview. Michael, graffeur. Originaire du Berry, j'ai découvert le graffiti au début des années 90, puis le rap français et le hip-hop. Pour moi, les arts urbains, c'est avant tout la liberté d'expression, les milieux alternatifs et populaires. Aujourd'hui, installé à Toulouse, outre mes propres créations, je gravite dans le milieu associatif et culturel. J'ai toujours aimé transmettre les savoirs et j'interviens auprès de tous les publics et notamment des jeunes. La peinture est un langage universel et puis cela véhicule de belles valeurs comme le respect et la tolérance. Lors de la Semaine des cultures urbaines, j'interviendrai à la Maison des solidarités de la Salvetat-Saint-Gilles. Après avoir expliqué la culture du graphe, l'atelier sera 100% participatif. On va peindre sur des vinyles, des sprays, sur une bâche en extérieur qui restera la NDS. De quoi mettre de la couleur dans les locaux. Ardite, l'occitan. Elle défend et promeut l'enseignement de l'occitan. L'enfance décide, disait Sartre. Le parcours de Mathilde Barbe, 35 ans, conseillère pédagogique départementale en langue et culture occitane depuis 2021, en témoigne. Originaire de l'Aveyron, elle découvre l'occitan très jeune, auprès de son grand-père. Elle se passionne pour cette langue et l'apprend grâce à l'école. Elle raconte, à propos de son grand-père, « Il appartient à une génération qui était stigmatisée parce qu'elle parlait occitan. Désormais, c'est à elle que revient la responsabilité de la promouvoir, avec pour mission, entre autres, l'accompagnement des enseignants et la conception de ressources. Il existe 2 modalités d'enseignement, précise-t-elle. Le cursus bilingue concerne 12 écoles maternelles et élémentaires, soit environ 550 élèves, et les séances d'initiation profitent à plusieurs milliers d'élèves. On peut, par ailleurs, poursuivre l'occitan au collège, au lycée et en faculté. Et l'engouement ne faiblit pas, avec chaque année des ouvertures de sites dans l'académie. L'occitan est une langue porteuse de sens pour les élèves, car elle est présente dans notre environnement, analyse Mathilde Barbe. Les familles ont compris que son apprentissage est une richesse, un éveil à la curiosité et un élément facilitant pour l'apprentissage des langues en général. Abbaye de Bonnefond, un trésor dans le Comminges. Parmi les sites touristiques de notre département, il y a les incontournables et il y a les pépites. Ne manquez pas le jardin et les vestiges de l'abbaye de Bonnefond. À moins d'1 heure de Toulouse, entre Martres-Tolosane et Saint-Gaudens, un trésor. L'abbaye de Bonnefond, au cœur du Comminges, entre Petit-Causse et Pyrénées. Si le site est accessible toute l'année,
Plusieurs circuits de randonnée y passent, dont un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des visites quotidiennes y sont organisées de juin à septembre, à 15h pour l'abbaye et 16h pour le jardin. Visiter Bonnefond, c'est d'abord profiter d'un cadre naturel isolé et d'un écrin de verdure apaisant, propice à la déconnexion. Et c'est aussi découvrir l'histoire de l'ordre des cisterciens et son empreinte sur la vie locale. À l'origine, ces moines veulent renouer avec une certaine austérité, rester en retrait du monde et réhabiliter le travail, notamment manuel. Un jardin médiéval de 700 mètres carrés. Très organisé, l'ordre créé en 1098 ne cesse d'essaimer. Fondé en 1136, Bonnefond fait partie des premières générations d'abbayes cisterciennes. Son développement conduira localement à la création de nombreuses bastides telles que Boussins, Carbonne ou Plaisance-du-Touche. À son apogée, au XIIIe siècle, l'abbaye comptait 10 000 hectares de terre et près de 200 moines et convers, contre 7 à la Révolution. Les raisons de cet essor et de ce déclin sont multiples. La visite guidée des vestiges vous permettra d'en savoir plus. Le site comporte aussi un jardin médiéval de près de 700 mètres carrés où poussent plantes médicinales et tinctoriales, arbres fruitiers, plantes ornementales et culinaires. Et si les jambes vous en disent, 2 belles balades vous attendent version facile au départ de Proupiary sur les petits chemins ou pour les plus chevronnés en passant par Ozas. À noter que pendant la saison, l'abbaye propose de nombreux événements, expositions, concerts, ateliers, ainsi qu'une carte de produits locaux à son bar. De quoi faire vœu de curiosité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site abbaye-de-bonnefond.fr. Agenda des sorties. L'histoire à venir. Festival d'histoire et de sciences sociales, l'histoire à venir aide à comprendre les enjeux des débats contemporains par le prisme de l'histoire. Du 24 au 28 mai, cette 6e édition proposera plus de 80 rencontres sur le thème « Il était une fois le progrès » avec l'intervention de spécialistes, auteurs, artistes et journalistes. On note la conférence inaugurale avec l'historienne Michèle Riosarcé le 24 mai au pavillon République ou encore l'atelier Archives ouvertes autour de l'industrie et l'environnement au 19e et 20e siècle le 27 aux archives départementales de la Haute-Garonne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet l'histoireavenir.eu. Fête de la nature au musée de l'Aurignacien. 27 et 28 mai, le musée de l'Aurignacien propose de célébrer la nature et de partir à la découverte des richesses naturelles de son territoire. Au programme, dans et autour du musée, une balade nature le samedi à 14h30 en compagnie de Laurent Baraquin, éducateur à l'environnement, et d'une médiatrice du musée. Puis, un marché artisanal et une animation autour des insectes le dimanche. C'est aussi l'occasion de découvrir une mini-ferme pédagogique, de partir en balade à dos de poney et de se ravitailler au food truck prévu pour l'occasion. Plus d'infos sur le site musée-aurignacien.com. Journée nationale de la résistance. Le 27 mai, le musée départemental de la résistance et de la déportation commémore non seulement la journée nationale de la résistance, mais également les 80 ans du Conseil national de la résistance, le CNR. En partenariat avec l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, ANACR, et les Chemins de la République, il propose une journée spéciale d'animation et de rencontres avec un circuit hors les murs à 11h, une visite guidée des collections permanentes à 16h, ainsi qu'une projection rencontre Les Jours Heureux de Gilles Perret, suivie d'une table ronde à 20h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet musée-résistance.haute-garonne.fr. Porte ouverte au nid des éléphanteaux. 27 mai. Le nid des éléphanteaux est un petit chapiteau niché en pleine nature, dans les vallées de l'Attrape, ayant comme principal objectif de créer plusieurs temps de rencontres artistiques et pédagogiques amenées par la compagnie de cirque-théâtre Éléphanteaux. Le 27 mai, on fête l'ouverture de la saison avec une soirée culturelle pour toute la famille. On assiste au spectacle Chienne et Louve de la compagnie Tauron Blues à 19h
et on profite de la roulothèque pour les enfants à partir de 3 ans, de 20h à 22h. Du 7 au 10 juin, semaine des archives. Le principe est simple. 5 jours et 5 rendez-vous pour découvrir les archives de différentes façons. Entre ateliers d'aide à la recherche numérique, initiation à la linogravure, conférences sur les traces des enfants de Serres et de la Île. 1938-1945 pour évoquer le destin hors norme d'une centaine d'enfants juifs, visite guidée, défi d'indexation collaborative, archimarathon et spectacle Nous sommes tous, cette semaine internationale des archives de Haute-Garonne sera riche en temps forts. Renseignements au 05 34 32 50 00. Speranza, la suite. Du 2 juin au 24 septembre. Cet été, les Olivetins reprennent l'exposition déjà diffusée à la Galerie 3.1 et réalisée en partenariat avec les Arts en Balade. Speranza de Mardi Gras. Ce collectif toulousain réunit les univers, styles et imaginaires de Tito Contou, Judith Latino et Émilie Perros. De leur travail commun émane une artiste hybride qui libère ici des peintures à 6 mains et des œuvres de création commune présentant un monde empli d'humour, de beauté et de macabres découvertes. Un chaos festif où l'humanité cherche sa place. Plus d'infos par téléphone au 05 61 95 44 44. Ombre et lumière. Joanne Jorda. Du 2 juin au 24 septembre. Tout l'été, le château de l'Aréole consacre une rétrospective hommage à Joan Jorda, peintre et sculpteur né en Espagne, longtemps habitant de Toulouse. Il fut l'un des membres fondateurs de la Coordination des artistes plasticiens de Toulouse, CAPT, dont l'objectif est de faire découvrir l'art contemporain au grand public. L'exposition présente l'ampleur de son œuvre depuis les années 1960, dont des peintures inédites. En parallèle, on retrouve aussi l'artiste à la Galerie 3.1 jusqu'au 26 août, avec une exposition de peintures issue de la série Les Nageurs, projet imaginé pour la station de métro Les Carmes à Toulouse. Du 16 au 18 juin, Journées européennes d'archéologie. Le musée archéologique départemental célèbre les Journées européennes de l'archéologie à Saint-Bertrand-de-Comminges. Le 17 juin, Camille Cooper anime d'ailleurs une conférence sur l'archéoanthropologie suivie d'un concert de chant lyrique par le duo Acrylis. Clôture dimanche 18 juin avec un spectacle Convenz en scène du théâtre de rue au départ du parvis de la cathédrale avec une visite théâtralisée dans le jardin du musée. Pour ces journées, le musée de l'Aurignacien répondra aussi présent avec des ateliers, une sortie spéléo et une conférence de l'archéologue Laurent Bruxelles. Plus de renseignements au 05 61 88 31 79. Zoom. Retrouvez toute la programmation culturelle du Conseil départemental de la Haute-Garonne sur culture.haute-garonne.fr. Temps libre. Recettes. Dans chaque numéro, nous mettons en lumière un chef de collège du département. Marjorie Boutonnet, collège François Mitterrand à Caraman, nous propose un risotto de coquillettes et tomates confites pour 4 personnes, temps de préparation 50 minutes. Il vous faut 200 g de coquillettes, 50 centilitres de bouillon de volaille, 2 oignons, 1 cuillère à soupe de concentré de tomates, 1 gousse d'ail, 50 g de tomates confites, 50 g d'emmental râpé, 3 cuillères à soupe de persil haché et enfin de l'huile d'olive. Peler et émincer finement les oignons et hacher l'ail. Faire revenir et fondre les oignons, l'ail dans un filet d'huile d'olive. Dans une casserole, faire bouillir de l'eau et ajouter le bouillon de volaille. Ajouter les coquillettes et mélanger. Verser une louche de bouillon de volaille et mélanger. Ajouter une autre louche de bouillon lorsque la première a été absorbée. Et ainsi de suite pendant une douzaine de minutes environ. À mi-cuisson, ajoutez le concentré de tomates et le persil haché ou du basilic haché pour une version plus parfumée. En fin de cuisson du risotto de coquillettes, ajoutez l'emmental râpé.
Pour finir, servir le risotto dans des bols avec un brin de persil et ajouter les tomates confites préalablement coupées en dés. La Haute-Garonne de Abdel Chouari, champion du monde de breakdance et coach des Break-In Kids, habitant du canton Toulouse 7. La forêt de Bouconne. C'est sans hésitation qu'Abdel Chouari, coach des Break-In Kids, nous dévoile son lieu favori en Haute-Garonne, la forêt de Bouconne. Très attaché à l'endroit, situé à 25 km à l'ouest de Toulouse, le Columérin parcourt depuis son plus jeune âge cet écrin de verdure et y amène aujourd'hui ses enfants. Il raconte « L'ambiance y est particulière, un mélange d'odeurs de feuilles mortes et de terre, et d'un air très pur. Parfois, j'aime y méditer, c'est un lieu qui m'apporte beaucoup de sérénité. » Une ambiance qui détonne avec le quotidien habituellement à 100 à l'heure du coach de 38 ans, depuis la création de son école de breakdance à Colomiers en 2008, la première en France. Avec des résultats exceptionnels puisque les Break-In Kids viennent, après 2 titres de champion de France remportés en 2019 et en 2022, de décrocher en fin d'année dernière le titre de champion du monde au Japon. Et leur ambition ne s'arrête pas là. En 2023, l'objectif est de conserver leur titre mondial et pourquoi pas, d'aller plus loin jusqu'aux Jeux Olympiques de 2028. Le breakdance devenant une discipline à part entière dès ceux de 2024 à Paris. Retrouvez cet article en intégralité sur mahaute-garonne.fr. À votre service. Que fait mon département pour moi? Le pass numérique. Qu'est-ce que c'est? Besoin d'être accompagné en matière de numérique? Saviez-vous qu'il existe un pass déployé par le département, accessible à tous, sans condition de ressources? Il se présente sous forme d'un chéquier de 10 chèques d'une valeur de 10 €, soit 100 € au total, qui permettent de payer des services d'accompagnement ou de formation dans une structure ou une association. De quoi gagner en autonomie face à l'outil, faciliter les démarches en ligne, naviguer sur Internet, manipuler votre ordinateur ou votre smartphone avec plus d'aisance, créer votre boîte mail, etc. Pour en faire la demande, rendez-vous dans les maisons des solidarités, les maisons départementales de proximité ou la maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Contactez Haute-Garonne Solidarité au 05 34 33 47 47 ou par courriel solidarité au pluriel et sans accent @cd31.fr. L'allocation aux adultes handicapés, AAH. Comment ça marche? Elle aide les personnes en situation de handicap à financer les dépenses du quotidien. Plusieurs critères sont pris en compte pour son attribution en lien avec le taux d'incapacité du demandeur, son âge, son lieu de résidence et ses revenus. L'AAH est accordée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est ensuite versée par la CAF ou la MSA. Son montant varie selon les ressources du bénéficiaire. Depuis le 1er juillet 2022, elle atteint 956,65 € par mois maximum. En Haute-Garonne, plus de 23 000 personnes perçoivent cette allocation chaque année. Pour en faire la demande, rendez-vous à la MDPH 31, 10 place Alphonse Jourdain à Toulouse ou en ligne mdphenligne.cnsa.fr/mdph/31. Plus d'infos sur mdph@cd31.fr ou au 0800 31 01 31 du lundi au vendredi de 8h à 17h et le mardi de 8h à 12h. Vous recherchez une aide ou une démarche du département? Rendez-vous sur haute-garonne.fr/aide. Chaque semaine, recevez une newsletter personnalisée et géolocalisée. Ne manquez rien de l'actualité de votre département. Rendez-vous sur info.haute-garonne.fr. Services et appels gratuits. Chèque Solidarité 31 pour les personnes handicapées et ou âgées. 0805 530 020. Enfance en danger. 0800 31 08 08. Grand froid, canicule.
0805 36 36 31. Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, 0800 31 01 31. Transport scolaire, 0800 01 15 93. Il s'engage. Emmanuel Fesselier, président du Toowin Rugby Club, en première ligne contre l'homophobie. Rien ne prédestinait Emmanuel Fesselier, 33 ans, à épouser la cause des LGBTQIA+. C'est simplement par envie de refaire du sport qu'il rentre au Toowin Rugby à son arrivée dans la Ville Rose en 2012, après des études à Grenoble. Pour ce Breton de naissance, quoi de plus naturel alors que d'opter pour le rugby à Toulouse ? Il découvre au Toowin un club de loisirs pas comme les autres, fondé en 2006 par un groupe d'amis gays désireux de fonder une équipe inclusive où ils ne seraient pas jugés pour leur orientation sexuelle. D'ailleurs, les Toowin accueillent tout le monde, femmes, hommes, hétéros, personnes LGBTQIA+, de différentes origines ou nationalités. Des histoires qui prennent aux tripes. Ce sera la révélation pour Emmanuel Fesselier. Outre la découverte de ce sport, qu'il se met à aimer passionnément, l'ingénieur en prévention des risques industriels absorbe aussi les histoires parfois douloureuses de certains de ses coéquipiers venus d'ici ou ailleurs, parfois d'endroits où le simple fait d'être homosexuel est un crime. Les parcours de vie de ceux qui sont devenus depuis ma bande de copains m'ont pris aux tripes. Il y a ceux qui souffrent d'homophobie dans leur cercle familial ou professionnel. Il y a aussi ceux qui n'osaient pas parler de leur orientation sexuelle dans leur ancien club et se cacher. Faire son coming out dans le sport ne va toujours pas de soi. Dans l'équipe, on retrouve aussi des jeunes qui n'avaient jamais osé faire du sport avant par peur d'être jugés. Défendre la cause me tient viscéralement à cœur, au point de prendre la présidence du club, raconte-t-il. Mettre fin aux préjugés. Sur le terrain, grâce à leur qualité de jeu, les joueurs de l'équipe gagnent d'abord le respect de leur adversaire, mais pas que. En dehors, le Toowin, c'est aussi une association qui œuvre en faveur d'une meilleure acceptation des LGBTQIA+, dans la société. In fine, ce que l'on veut, c'est que l'orientation sexuelle ne soit plus une question, d'où la devise de notre club, naître pour ne plus exister. On a encore beaucoup de chemin à faire pour mettre fin aux préjugés homophobes, et on s'y emploie, sur le terrain bien sûr, auprès des autres équipes amateurs que l'on rencontre, mais aussi lors de différentes actions de médiation, détaille Emmanuel Fesselier. Et pour finir, pour le côté fun, le club a même créé son propre calendrier, avec toujours le même objectif, mettre hors jeu les préjugés. Rendez-vous à la Marche des Fiertés. De retour de l'Union Cup, la Coupe d'Europe des clubs LGBT-friendly à Birmingham prévue du 27 avril au 1er mai, le Toowin sera bien présent à la Marche des Fiertés le 10 juin prochain à Toulouse avec leur propre char, un mini-terrain miniature doté de poteaux de rugby et d'une pelouse synthétique comme chaque année depuis 6 ans. On y défendra notre sport, mais aussi ce qui fait notre ADN. Diversité, inclusion et lutte contre les LGBT-phobies. Conclut, dans un sourire, Emmanuel Fesselier.